Alors, nous allons parler aujourd'hui de la physiologie de l'appareil génital féminin. Je vous invite à vous appuyer sur le diaporama du cours de l'appareil génital féminin, puisque là, voilà, il y aura très peu d'images. Donc, regardez bien les schémas que je vous avais mis dans le cours précédent pour que vous puissiez mieux comprendre les explications là, au fur et à mesure de ce qui va se passer. Donc là, on va s'intéresser à toute l'activité exocrine et endocrine de l'appareil génital féminin. Et puis, on va regarder, puisque chez la femme, contrairement à l'homme, il y a tout un cycle d'environ 28 jours. Et on va regarder justement les différentes étapes de ce cycle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ovaire, quelles sont les hormones qui sont sécrétées, et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'utérus. On va vraiment regarder chacune des étapes. Alors, première diapositive, la physiologie de l'ovaire. Donc, on en avait déjà parlé dans l'appareil endocrino. L'ovaire, les gonades, sont des glandes mixtes, c'est-à-dire qu'elles vont à la fois avoir un rôle exocrine et à la fois un rôle endocrine. Alors, si on regarde de plus près, donc les ovaires, qui sont les gonades de la femme, on a deux zones, une zone médulaire, une zone corticale. Ça vous rappelle la médullo-surrénale. Toujours médulaire, c'est au milieu, corticale, c'est l'écorce, c'est autour. Alors, la zone médulaire, donc au centre, ça s'appelle aussi le stroma, c'est à peu près un tiers de l'ovaire. C'est une zone qui est très vascularisée puisque ça va être le lieu de production des hormones. C'est bien pour ça que c'est très vascularisé puisque l'ovaire va fabriquer des hormones et va les délivrer dans les capillaires. Et puis on a la zone corticale qui correspond à peu près aux 2 tiers de l'ovaire. Donc c'est toute la partie périphérique de l'ovaire et qui, elle, est responsable de la fonction exocrine, puisqu'on va le voir ultérieurement, c'est-à-dire que ça va être la phase à ce niveau-là que vont maturer les ovocytes et à ce niveau-là que vont être excrétés, d'où la fonction exocrine, excrétée dans les trompes, l'ovule. Alors on passe à la diapositive suivante, fonction exocrine de l'ovaire. Donc, dans cette zone corticale, on a ce que l'on appelle des follicules. Des follicules, ce ne sont pas encore des ovules. Ils contiennent des ovules qui ne sont pas encore arrivés à maturation. Donc, il va y avoir tout un temps de maturation pour qu'une fois par mois, il y ait libération d'un ovule. Au début de la vie, même dans la vie intra-utérine et à la naissance, la petite fille a déjà un nombre très important de follicules à l'intérieur de ses ovaires. Évidemment, c'est la puberté qui va entraîner la possibilité que ces follicules arrivent à maturation et qu'une fois par mois, il y ait libération d'un ovule. Donc, sur ces très nombreux follicules, je ne saurais pas vous dire combien il y en a, mais ça peut être plusieurs milliers, seulement 300 environ arriveront à maturité, sachant que la période de fécondité d'une femme, c'est de la puberté jusqu'à la ménopause, donc on va dire en moyenne entre 12 et 52 ans. Donc ça fait une quarantaine d'années, sachant que la femme va pondre 12 ovules par an en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on arrive à peu près 300 seulement qui vont arriver à maturité. Alors, tous ces follicules, ils sont stationnaires, comme ça. Voilà, dès la naissance, la petite fille a tous ces follicules qui sont là, comme en attente. Et on va le voir sous l'effet des hormones, un follicule par mois va se mettre à maturer et va former ce que l'on appelle le follicule de De Graaf, avec à l'intérieur un ovocyte et le tout entouré de cellules folliculeuses. Alors, retenez pas tout ça, mais le follicule de De Graaf, c'est peut-être un terme dont vous entendrez parler, peut-être même si vous avez été enceinte ou si un jour vous êtes enceinte. Il est visible à l'échographie, un follicule de De Graaf, parce qu'il est en maturation, il est très gros, il est prêt à libérer l'ovule, il est visible à l'échographie. Passons à la diapositive suivante, la maturation du follicule. Donc là, vous avez deux schémas.
Alors à gauche, on a en effet, au microscope, on peut observer là le follicule de De Graaf. Donc vous voyez, il est bien plus gros que l'ovocyte qui est à l'intérieur. Hein, il y a une membrane, une cavité nourricière qui va permettre à l'ovocyte justement de se nourrir et d'évoluer. Alors à droite, le schéma. Alors ça commence d'abord sur le deuxième schéma à droite. Ça commence en haut à gauche. On a des petits follicules qui sont en attente. Et vous voyez, vous avez tout le cycle. À partir du moment sous l'effet des hormones, on va avoir un follicule qui va se mettre à maturer. Donc il était tout petit. On en a des milliers là, qui sont là en attente. Et puis sous l'effet de l'hormone, il y a un follicule qui va se mettre à maturer. Et vous voyez là progressivement, il devient de plus en plus gros. On observe même là une cavité creuse. Et quand il est suffisamment mûr, quand il est arrivé à maturation, il va venir se mettre contre la paroi de l'ovaire. Et on voit très bien sur le schéma, le follicule vient se fondre dans la membrane de l'ovaire et il va être éjecté. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, une brèche qui va permettre l'excrétion de l'ovule, comme on voit, comme un petit grain de riz là, qui est expulsé. Donc c'est l'ovule qui est expulsé. On verra tout à l'heure, il va être récupéré au niveau des trompes. Par contre, le follicule, une fois qu'il a excrété son ovule, une fois qu'il l'a libéré, vous voyez bien qu'il va rester. Ce follicule va rester, il va devenir ce que l'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, on le verra, il va à son tour fabriquer une hormone bien particulière qui s'appelle la progestérone. S'il y a fécondation, il va y avoir maintien de ce corps jaune. On en reparlera quand on fera la physiologie de la grossesse. Le corps jaune va se maintenir pendant toute la grossesse et c'est lui qui va fabriquer de la progestérone pendant toute la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, il va s'atrophier et il va, on le voit très bien sur le schéma, là, la dernière image, là, il s'atrophie. Et un nouveau cycle derrière va recommencer et il y aura la maturation d'un nouveau follicule qui à son tour va libérer un ovule, qui à son tour va rester dans l'ovaire et donner le corps jaune. Et puis grossesse ou pas grossesse, il va s'entretenir ou il va disparaître ce corps jaune. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on a tout le... Voilà, je trouve que ce schéma est très parlant. Vous pouvez en trouver sur Internet des plus nettes, parce que là, l'image n'est pas très très nette. Mais vous pouvez trouver des images très intéressantes sur Internet. N'hésitez pas à aller voir. Alors, nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la fonction exocrine de l'ovaire. Donc, ce qu'on disait progressivement, le follicule augmente de volume, et puis on a vu en image une cavité qui va se remplir de liquide. Et ce follicule qui augmente de volume, qui s'accroît, parallèlement, il va y avoir une transformation de l'ovocyte qui va subir des transformations, et l'ovocyte va surtout subir des transformations sur le plan chromosomique. Une cellule humaine, ça a 23 paires de chromosomes, d'accord ? 23 paires, c'est-à-dire 23 fois 2 chromosomes, c'est-à-dire nous avons exactement 46 chromosomes. Et bien sur nos 23 paires, chaque paire contient le chromosome de notre père, le chromosome de notre mère. Donc le chromosome numéro 1, il y en a un qui vient du père, il y en a un qui vient de la mère, et ainsi de suite, jusqu'au 23e, la 23e paire de chromosomes. Donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas, pour la fécondation, on ne peut pas donner une gamète, parce que ça c'est la cellule sexuelle, elle ne peut pas comporter elle ne peut pas comporter 46 chromosomes, parce que si elle avait 46 chromosomes, plus les 46 chromosomes du père, on arriverait à 92 chromosomes, et ainsi de suite. Vous imaginez, de génération en génération, on aurait des milliards de chromosomes. Donc ça n'irait pas. La nature a bien fait les choses. C'est-à-dire que pour être une cellule sexuelle, une gamète, il va falloir que, justement, la gamète ne contient dans son noyau uniquement 23 chromosomes. Elle n'a pas 23 paires, elle n'a que 23 chromosomes, du numéro 1 jusqu'au numéro 23. Donc tout ça, il y a tout un brassage, on ne va pas rentrer dedans, il y a tout un brassage de gènes. C'est pour ça que les frères et sœurs ne se ressemblent pas, parce qu'il y a un brassage. Ça s'appelle la méiose, c'est ce qui correspond à la réduction chromosomique. On passe donc de 46 chromosomes à uniquement 23 chromosomes. Si bien que l'ovule a 23 chromosomes,
le spermatozoïde en a 23, les deux vont fusionner et vont donner naissance à un œuf, puis à une personne qui aura 46 chromosomes dans chacune de ces cellules. Voilà, donc cette méiose, donc cette réduction chromosomique, va avoir lieu au moment où le follicule rentre en maturation. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette transformation au niveau chromosomique. Et tout ça va se faire évidemment avant l'ovulation. Une fois que l'ovocyte, le vrai ovocyte avec ses 23 chromosomes est prêt, il va pouvoir être libéré. Nous passons à la diapositive suivante, fonction exocrine de l'ovaire toujours. Alors, si on regarde de plus près le follicule de De Graaf, comme on l'a vu sur le schéma, il mesure environ 1 cm. Donc c'est bien pour ça que je vous ai dit qu'à l'échographie, on peut très bien les voir, les follicules mûrs. C'est comme ça, les femmes qui ont des problèmes de stérilité, en effet, on va faire des échographies et on va dire, écoutez, vous n'avez aucun follicule qui mature. Parce qu'un follicule qui est prêt à pondre son ovocyte, ça se voit, il a 1 cm de diamètre, alors qu'au départ, il est beaucoup plus petit. C'est seulement le follicule mature qui est aussi gros. Et à l'intérieur, l'ovocyte ne mesure qu'environ 200 microns. Vous voyez, c'est minuscule. Et je vous ai expliqué, donc il va maturer. Et quand il est prêt, quand l'ovocyte est prêt, qu'il a bien ses 23 chromosomes, il va y avoir une saillie sur l'ovaire. La membrane de l'ovaire, il va y avoir une saillie, une petite ouverture qui va permettre à l'ovule d'être projeté dans les trompes. Et ça s'appelle tout simplement l'ovulation. L'ovulation, c'est vraiment la ponte. On dit que c'est la ponte de l'ovule. On passe à la diapositive suivante, toujours sur la fonction exocrine de l'ovaire. L'ovule est comme happé par la trompe, parce qu'il y a des franges au niveau du pavillon. Puis tout ça, c'est un petit peu liquide. Et puis, il y a des petits mouvements péristaltiques. Depuis la trompe, depuis le pavillon de la trompe jusque dans la trompe, il va y avoir des petits mouvements comme ça, des petits cils qui ramènent petit à petit l'ovule vers l'utérus. Alors, il y a une brèche au niveau de l'ovaire pour que l'ovule puisse sortir, et puis cette cavité qui reste béante, et puis ce follicule qui s'est libéré de son ovocyte, va former, donc ce que j'ai dit, va former le corps jaune, et le corps jaune va fabriquer des hormones progestatives, c'est-à-dire qu'il va produire de la progestérone. Et j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que s'il y a fécondation, donc s'il y a grossesse, pendant toute la durée de la grossesse, le corps jaune va persister et va produire de la progestérone. Par contre, s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune va s'atrophier, et va disparaître, et du coup, ça va enclencher la maturation d'un nouveau follicule. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la fonction exocrine de l'ovaire. Donc voilà, s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune s'atrophie. Et ensuite, il va y avoir... les règles vont apparaître, on en reparle tout de suite après. Donc, au cours de chaque cycle menstruel, un cycle en moyenne fait à peu près 28 jours. Après, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui ont des cycles beaucoup plus courts de 26 jours, des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs de 30 ou 32 jours. Voilà, chaque femme est différente. En moyenne, c'est autour de 28 jours. Donc, on a un cycle tous les 28 jours. Et au cours de chaque cycle, un seul follicule arrive à maturité et un ovule est expulsé. Alors, vous aurez compris, la femme a 2 ovaires. Donc, ça veut dire que la maturation se fait en alternance. C'est une fois l'ovaire droit qui va pondre un ovule. Et au cycle d'après, ce sera l'ovaire gauche, et ainsi de suite. Alors après, il arrive qu'il y ait des femmes qui soient plus productives. On peut avoir un ovule de chaque côté, un follicule de chaque côté qui arrive à maturité. Il va y avoir libération de 2 ovules. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Nous passons à la diapositive suivante. Là, nous passons à la fonction endocrine de l'ovaire. Endocrine, c'est-à-dire on va regarder quelles hormones les ovaires vont sécréter. Alors, je pense que vous les connaissez déjà. Il y a les œstrogènes, on les appelle aussi les folliculines. Elles vont être très abondantes pendant les 14 premiers jours du cycle. Et puis, on a vu, comme c'est le corps jaune après qui va fabriquer la progestérone, il faudra attendre la ponte de l'ovule, donc la deuxième partie du cycle, les 2 dernières semaines du cycle, on va avoir une production de progestérone par le corps jaune.
Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la fonction endocrine de l'ovaire. Alors, cette production d'œstrogène et de progestérone, elle est sous la dépendance de l'hypophyse. Alors, on vous dit sous la dépendance de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je vous renvoie à votre cours d'endocrino. L'hypophyse, en plus, c'est l'antéhypophyse qui va fabriquer de la FSH et de la LH. Et on avait vu que l'antéhypophyse est sous la dépendance de l'hypothalamus. C'est pour ça qu'on parle, je vous le répète, de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, chez la femme, la sécrétion, l'ovaire, les 14 premiers jours, va fabriquer des œstrogènes, principalement des œstrogènes, et ça va agir sur la sécrétion de FSH et LH par ce qu'on appelle un mécanisme de rétrocontrôle positif ou négatif. C'est-à-dire que la femme fabrique des œstrogènes, ses ovaires fabriquent des œstrogènes, sécrètent des œstrogènes qui circulent dans le sang, et puis le taux commence à monter. Et à un moment donné, quand le taux d'œstrogène devient suffisamment important, ça va provoquer non pas un rétrocontrôle négatif qui pourrait faire que ça arrête la production d'œstrogène, au contraire, ça va s'emballer et la montée des œstrogènes comme ça va libérer un pic de LH. Et le pic de LH, cette hormone, alors un petit peu la FSH, mais surtout la LH, et le pic de LH, on le verra tout à l'heure sur le schéma, ce sera peut-être plus parlant, le pic des LH va entraîner l'ovulation. Nous passons à la diapositive suivante, le rôle des trompes. Alors les trompes, elles sont importantes puisque elles vont récupérer l'ovule que l'ovaire va pondre. Et ces trompes, il y a un mouvement de péristaltisme à l'intérieur avec des petits cils et elles vont récupérer cet ovocyte. On verra que la fécondation, quand fécondation il y a, elles vont se faire au niveau du premier tiers externe de la trompe. Et donc après, ce n'est plus un ovule tout seul, c'est un œuf. Et l'œuf va se développer tous les jours comme ça, et va mettre plusieurs jours pour arriver, environ une semaine pour arriver dans l'utérus, pour pouvoir se nicher dans l'utérus et pouvoir après mener 9 mois de grossesse. Voilà. Mais la fécondation, elle se fait à l'intérieur des trompes. C'est le lieu de rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ceci, très peu de temps après l'ovulation. Voilà. Alors, l'ovule a une durée de vie très limitée, à peu près 48 heures. Si vous regardez le cours sur l'anatomie masculine, on vous disait qu'un spermatozoïde avait à peu près une durée de vie de 4-5 jours. Donc ça veut dire que la femme peut être fécondée à peu près 7 jours. Elle a une phase de 7 jours. Parce que, mettons qu'il y a eu un rapport 5 jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes, au bout de 5 jours, sont encore vivants, même s'il y en a beaucoup qui sont morts au passage. Mais du coup, il y a la ponte de l'ovule, il reste des spermatozoïdes, elle peut être fécondée. Donc pendant 5 jours, les spermatozoïdes peuvent attendre 5 jours vivants à l'intérieur des trompes, attendre l'arrivée de l'ovule. Et puis l'ovule, pendant 2 jours, il peut être fécondé. Donc c'est pour ça, 4-5 jours de vie d'un spermatozoïde, 48 heures de vie d'un ovule, il y a à peu près 7 jours pendant lesquels la femme est fécondable. Si le rapport a eu lieu il y a trop longtemps, les spermatozoïdes sont morts, l'ovule arrive et trop tard, il n'y a plus de spermatozoïdes. La femme, quand elle ovule, s'il y a un rapport 24-48 heures après, elle peut être fécondée. Si c'est 3-4 jours après la ponte de l'ovule, c'est fini, l'ovule est mort, il ne pourra pas y avoir fécondation. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à connaître, soit parce qu'on veut adopter une méthode de contraception naturelle et du coup il faut repérer à quel moment on ovule et savoir qu'il faut ou des rapports protégés ou pas de rapport 5 jours avant la ponte de l'ovule et minimum 2-3 jours après la ponte de l'ovule. Voilà, sur cette fenêtre-là, la femme est fécondable. Avant, après, ça ne marchera pas. Alors, nous passons à la diapositive suivante, toujours sur le rôle des trompes. Alors la fécondation, elle a lieu au niveau de l'ampoule, donc c'est à peu près le premier tiers de la trompe. Donc l'œuf, si l'ovule est fécondé, ça devient un œuf, et cet œuf va gagner progressivement, en 4 à 5 jours. Donc c'est pour ça qu'on estime
Il faut déjà un petit peu de temps. Hein, dans les 48 heures, l'ovule arrive dans le tiers de la trompe et va être fécondé par les spermatozoïdes. Et même une fois fécondé, il lui faut encore 4 ou 5 jours grâce à des mouvements péristaltiques. Et puis, je vous disais, il y a des petits fils vibratiles. Et puis, c'est liquide, tout ça. Donc, ça permet de pousser progressivement l'œuf jusqu'à l'utérus. Si ce travail-là ne se fait pas, il y a un risque de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que si au bout de 4-5 jours, l'œuf n'a pas réussi à migrer jusque dans l'utérus, il va continuer à se développer et il va devenir de plus en plus gros. Et à un moment donné, il est plus gros que la trompe. Et il va rester coincé dans la trompe. Et ça s'appelle une grossesse extra-utérine. Nous passons à la diapositive suivante, le rôle de l'utérus. Alors lui, il va permettre la nidation de l'œuf. On verra tout à l'heure, il y a une dentelle endométrale qui va se former. Et c'est ça d'ailleurs qui va fabriquer les règles après s'il n'y a pas eu fécondation. Donc il permet l'œuf va se nicher dans cette dentelle-là. Et évidemment, après, l'œuf va se développer. Et puis après, 9 mois après, on aura un bébé. On en reparlera plus tard. Donc, à chaque cycle, l'utérus va se préparer à accueillir un œuf. Heureusement, nous ne tombons pas enceintes tous les mois. Donc, s'il n'y a pas eu fécondation, eh bien, cette préparation va... cette dentelle, très, très riche au niveau sanguin, va se détruire progressivement, on verra tout à l'heure, c'est ce qui va former les règles. Donc tout ça va tomber et à nouveau, elle va se repréparer au cycle suivant, elle va se repréparer à nouveau à accueillir un œuf. C'est bien pour ça que les femmes, tous les 28 jours en moyenne, elles ont leurs règles. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur le rôle de l'utérus. Alors, c'est sous l'influence des œstrogènes, de la folliculine, et de la progestérone que la muqueuse utérine va s'épaissir. Alors, au début, on a vu les 14 premiers jours, on est plutôt sur de la fabrication d'œstrogènes. Donc ça va tout doucement lancer la préparation de la muqueuse de l'utérus à l'intérieur. Et puis la progestérone, après l'ovulation, la progestérone va prendre le relais et il va y avoir un développement encore plus important. Donc la muqueuse, elle va s'épaissir. Et elle va se modifier autant sur le plan cellulaire que vasculaire. Et c'est une muqueuse qui est très, très fragile, ce qu'on appelle la dentelle endométriale. Elle est très vascularisée, très sanglante. Elle a beaucoup de sang parce qu'elle doit pouvoir accueillir l'œuf et le nourrir. Donc ça s'appelle, c'est noté, la dentelle endométriale. Alors la diapositive suivante, toujours sur le rôle de l'utérus. Donc s'il n'y a pas fécondation, la muqueuse utérine, elle va s'éliminer. Et c'est ce qui va provoquer les règles. Et tout va recommencer à nouveau. À nouveau, elle va se reconstituer progressivement. Et si à nouveau, il n'y a pas fécondation, à nouveau, il y aura des règles. Alors, il y a aussi au niveau du col de l'utérus, la muqueuse va se modifier, et notamment le col de l'utérus va sécréter au moment de l'ovulation une glaire cervicale. Ça ressemble à une espèce de blanc d'œuf un peu transparent qui est très utile puisque cette glaire cervicale, elle permet l'ascension des spermatozoïdes. Puisque l'homme va éjaculer à l'intérieur du vagin, les spermatozoïdes vont devoir passer le col de l'utérus. Et justement, quand on est en période d'ovulation, cette glaire qui est fabriquée juste au moment de l'ovulation, dans la période de l'ovulation, cette glaire, elle permet d'accélérer, de potentialiser le rôle, l'ascension des spermatozoïdes. Donc c'est grâce à ça. Alors ça, c'est aussi un bon moyen pour les femmes de repérer à quel moment elles ovulent. C'est-à-dire qu'au moment de l'ovulation, il y a une forte production de glaire. Donc elle est très, très abondante. Elle est transparente, c'est un petit peu comme du blanc d'œuf. C'est assez fluide. Un petit peu visqueux quand même, mais elle est transparente. Tant qu'elle est transparente et abondante, c'est qu'on est en pleine zone d'ovulation. Et puis, 2-3 jours après, elle va être comme ça pendant 2-3 jours. Et après, on voit, elle va devenir plus épaisse, plus collante, plus trouble.
Ça veut dire que là, la phase d'ovulation est dépassée. Donc, il n'y a plus de fécondation possible à ce moment-là. C'est trop tard. Voilà. Il y a des femmes qui, justement, étudient leur glaire, repèrent à quel moment elles produisent de la glaire, ce qui leur permet de repérer à quel moment elles sont fécondables. Alors, nous passons à la diapositive suivante, le rôle du vagin. Donc, le vagin, c'est une cavité naturelle qui est ouverte vers l'extérieur, puisqu'il va y avoir pénétration de la verge par l'homme. Et donc, comme c'est une cavité ouverte, eh bien, c'est un milieu qui est favorable, évidemment, à l'infection. Mais la nature a bien fait les choses. Il y a naturellement une acidité qui permet de détruire certaines bactéries. Et puis, nous avons aussi un bacille. Donc, c'est une bactérie qui est amie, j'ai envie de dire. Celle-là, elle nous protège. C'est le bacille de Doderlin qui permet justement de lutter contre les invasions microbiennes. Donc, quand on a une flore de Doderlein, on parle de flore de Doderlein d'ailleurs, et celle-là, elle peut, quand on fait un prélèvement vaginal, on peut indiquer à la femme quelle est la qualité de sa flore de Doderlein. Alors, elle est perturbée au moment de la puberté, au moment de la grossesse et au moment de la ménopause. Donc, ça veut dire que puberté, grossesse et ménopause, elle est parfois moins abondante, de moins bonne qualité, cette flore. Et c'est là, justement, sur ces périodes de la vie génitale d'une femme, que les femmes vont être parfois un petit peu plus propices, un peu plus sujettes plutôt à des infections vaginales. Et c'est bien pour ça, on en a déjà parlé, c'est bien pour ça qu'on ne doit pas faire de douche vaginale, on ne doit surtout pas se mettre des savons à l'intérieur du vagin et encore moins des savons antiseptiques, rien, parce qu'on détruit cette flore de Doderlein et c'est elle quand même qui nous protège des infections. Donc, voilà, je faisais une petite parenthèse. Nous passons à la diapositive suivante, le rôle de la vulve. Alors elle a des propriétés excrétantes avec les glandes de Bartholin, c'est-à-dire que ça permet de lubrifier au moment d'un rapport. Ce sont les glandes de Bartholin qui vont produire ce liquide. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Nous allons parler du cycle menstruel. Donc, le cycle, en moyenne autour de 28 jours, ce sont tous les phénomènes et modifications de l'appareil génital féminin. Donc, on va voir en effet, il va se passer des choses au niveau de l'ovaire, on en a parlé. On aura un petit schéma de synthèse tout à l'heure, on pourra revoir tout ça. Il va se passer des choses dans l'ovaire, il va y avoir production des deux hormones et surtout, il va y avoir préparation de l'utérus. Alors, il est en moyenne de 28 jours, ce cycle, et il est sous la dépendance, évidemment, des hormones de l'hypophyse. Alors, on peut distinguer 4 temps forts dans ce cycle. Il va y avoir la phase folliculinique, c'est-à-dire la phase où il va y avoir une forte production d'œstrogène, pour arriver justement environ au 14e jour à l'ovulation donc la ponte de l'ovule. Et dans les 14 jours restants, on sera dans la phase folliculo-progestative, c'est-à-dire que là, le corps jaune va produire de la progestérone. Et s'il n'y a pas fécondation, il va y avoir les règles. Alors, nous passons à la diapositive suivante, toujours sur le cycle menstruel. Voilà, alors là, on a mis en lien, en relief, les activités hormonales, et en même temps ce qu'il se passe au niveau de l'ovaire et ce qui se passe au niveau de l'utérus. Alors, tout en haut, vous voyez, on est au niveau de l'hypophyse, de l'antéhypophyse, et on a une sécrétion de FSH, et vous voyez qu'à peu près au 14e jour, on a un pic de LH, c'est surtout le LH. On voit qu'FSH fait un très léger pic, mais c'est surtout le pic de LH. Le pic de LH, alors maintenant si on descend juste sur le graphique en dessous, on a les hormones ovariennes, ovariennes hormones, œstradiol, ce sont les œstrogènes. Alors vous voyez que dans les premiers 14 jours, on a ces œstrogènes qui commencent à grimper. Vous voyez en rouge là, œstradiol, on voit ça monte. Et quand ça dépasse un certain taux, au lieu de faire baisser la LH, au contraire, à un moment donné, quand on dépasse un certain seuil d'œstrogène, on a au niveau de l'hypophyse libération d'une bouffée de LH, d'un pic de LH. C'est-à-dire que là, c'est une grosse libération de LH. Et la LH va agir au niveau de l'ovaire puisqu'elle va permettre l'ovulation. Alors, vous voyez que cette montée progressive des œstrogènes,
qui provoque après, en effet, un pic de LH. Vous avez vu après, hop, les œstrogènes ont tendance à redescendre. On va continuer à en produire les autres 14 jours, mais moins que ce qu'on a produit là, peu de temps avant l'ovulation. Par contre, si on regarde, on voit bien la progestérone qui était à un taux très bas, grâce à l'arrivée du corps jaune, on voit cette montée de progestérone qui va se maintenir comme ça en plateau. Alors on voit qu'après, là, pouf, tout redescend parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Chez la femme enceinte, la progestérone, elle resterait constante. On aurait Et pareil, on voit bien les œstrogènes, ils restent un peu moins abondants que la progestérone, mais ils restent quand même constants. Et vous voyez cet affaissement en fin de schéma, la progestérone et les œstrogènes, on voit que, hop, voilà, le corps jaune s'est atrophié, pouf, il y a tout qui régresse. Alors, si on regarde juste en dessous, là, les petits ronds, là, vert et orange, alors justement, c'est ce qui se passe dans l'ovaire. Alors, on voit les petits follicules là, qui sont en attente. Et puis, hop, voilà, il y en a un qui va se mettre à maturer. Et on voit, il devient un peu vert, là, on voit avec la cavité. Et puis, au moment du pic de LH, il va y avoir l'ovulation. On voit très bien, on voit l'ovule qui va être libéré. Et puis, après, la formation du corps jaune. S'il n'y a pas eu fécondation, là, on est sur un cycle où il n'y a pas fécondation. Voilà, le corps jaune, donc c'est lui qui va produire la progestérone. Le corps jaune s'atrophie, après, il disparaît. Et on voit du coup l'affaissement de la progestérone et de l'œstrogène. Et enfin, tout en bas, si on regarde, c'est l'intérieur de la muqueuse de l'utérus. Alors, on voit bien que sous l'effet des œstrogènes, au début, on voit bien que la dentelle commence à se former un petit peu. D'accord ? Après, il y a l'ovulation. Et ça continue. Et elle va du 14e au 28e jour. On voit bien là, cette dentelle là, qui devient de plus en plus abondante, qui se forme vraiment comme une forme de dentelle. C'est pour ça qu'on dit dentelle. L'intérêt, c'est que cette dentelle, elle récupère l'œuf, que l'œuf puisse venir se nicher. Si l'utérus était complètement lisse, l'œuf fécondé, il glisserait et il n'y aurait jamais de grossesse. Voilà, donc ce schéma, il est très intéressant. Voilà, ça vous permet tout en haut de voir ce qui se passe au niveau des hormones hypophysaires, ensuite les hormones des ovaires, ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de la maturation et de la libération de l'ovule au niveau de l'ovaire, et très intéressant aussi la transformation de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Diapositive suivante, nous passons à la phase folliculinique. Alors, elle va, folliculinique, c'est la période où il va y avoir production d'œstrogène, comme on l'a vu dans le schéma avant. Donc, elle va du début des règles jusqu'au moment de l'ovulation. On a bien vu sur le schéma d'avant qu'il y avait une production progressive. Et elle est sous la dépendance de la FSH. C'est la FSH qui est sécrétée par l'antéhypophyse qui stimule la maturation du follicule et la sécrétion d'œstrogène par l'ovaire. Et le fait que le taux d'œstrogène à un moment donné atteint un certain seuil, c'est ça qui déclenche le pic de LH. Voilà, donc on a bien vu sur le schéma tout à l'heure, on a ce taux d'œstrogène qui va augmenter progressivement du 12e jusqu'au 13e jour à peu près, et au 14e jour, on a le pic, on a l'ovulation. Alors on passe à la diapositive suivante, toujours sur la phase folliculinique. Donc cette hormone, ces œstrogènes, elles vont, on l'a vu sur le schéma, au niveau de l'utérus, elles vont commencer à réparer la muqueuse utérine, puisque la muqueuse utérine, elle vient de subir les règles. C'est-à-dire toute cette dentelle qui était prête, elle s'est effondrée, elle s'est écoulée, elle s'est en allée. Donc c'est pour ça qu'on dit réparation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir à nouveau, la muqueuse va se reconstituer, cette dentelle va progressivement se reconstituer. Donc voilà, on dit que cette muqueuse utérine, elle est constituée de glandes qui s'allongent et de cellules épithéliales qui vont se multiplier très très vite puisqu'elle va fabriquer cette dentelle qui est très très riche en sang. Diapositive suivante, toujours sur la phase folliculinique. Donc voilà, on observe aussi, ça on l'a dit, au niveau du col utérin, il va y avoir production de glaire cervicale, et au niveau du vagin, il va y avoir une desquamation cellulaire et puis surtout une vasodilatation qui va favoriser l'acte sexuel. C'est comme si tout l'appareil génital, au moment de l'ovulation, tout l'appareil génital se mettait prêt, se donnait toutes les conditions favorables pour qu'il y ait fécondation.
Alors, nous passons à la diapositive suivante, l'ovulation. Donc, elle survient environ 14 jours après le début des règles. En moyenne, il y a des femmes qui ovulent plus tard, il y a des femmes qui ovulent plus tôt. Voilà. Après, chaque femme a son propre cycle. Donc, en moyenne, on est à peu près au 14e jour après le début des règles, on va avoir l'ovulation, donc c'est-à-dire pile au milieu du cycle de 28 jours. Et on l'a dit, c'était sous la dépendance des hormones de l'hypophyse, la FSH et la LH. Nous passons à la diapositive suivante, toujours l'ovulation. Donc on a vu, le follicule se rompt, il va expulser l'ovule vers la trompe, et tout est prêt. Tout est prêt pour qu'il y ait fécondation. L'utérus est prêt. Les trompes ont une augmentation de leur mouvement péristaltique. Et puis pareil, les cils vibratiles qui vont être mis qui vont commencer à agir. La production de glaire cervicale, le vagin qui au contraire est prêt à avoir un rapport. Tout est OK. Nous passons à la diapositive suivante. Nous allons parler maintenant qu'il y a eu l'ovulation, la phase folliculo-progestative. Donc, au niveau de l'ovaire, on a vu, une fois que l'ovule est expulsé, il va y avoir formation du corps jaune, et c'est lui qui va produire de la progestérone. Et ça va venir se rajouter à la sécrétion d'œstrogènes. L'ovaire continue à produire des œstrogènes, beaucoup moins que juste avant l'ovulation, mais on le voit sur le schéma, on voit qu'il y a un taux d'œstrogène qui reste constant. Donc ces deux hormones vont s'élever progressivement, jusqu'au 25e, 26e jour de cycle. Et évidemment, s'il y a fécondation, cette production d'œstrogènes et de progestérone va continuer. On va continuer à produire pour maintenir la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, eh bien ça va s'affaisser et il y aura les règles derrière. Nous passons à la diapositive suivante, toujours sur la phase folliculo-progestative. Alors, on observe, on l'a vu au niveau de l'utérus, c'est là où justement la dentelle de l'utérus va être la plus abondante, elle va vraiment se transformer en vue de l'anidation. Et puis, les glandes étant de plus en plus nombreuses, on va avoir la dentelle utérine ou la dentelle endométriale qui va se former. Et puis, au niveau des autres organes, alors là, pour le coup, la glaire cervicale va se tarir. Donc c'est pour ça, elle devient opaque, elle devient plus épaisse, elle s'appauvrit. Donc ça, justement, c'est un moyen aussi pour la femme de se rendre compte qu'elle n'est plus en phase d'ovulation. Et puis, le péristaltisme tubaire va diminuer une fois que l'ovule, fécondé ou pas fécondé, a été emmené jusqu'à l'utérus. Nous passons à la diapositive suivante, les règles, que l'on appelle aussi menstruation. Donc s'il n'y a pas fécondation, eh bien, il va y avoir une chute brutale, puisque le corps jaune va se désagréger, va se résorber, et donc du coup, il ne va plus produire de progestérone, et on va avoir un affaissement du taux d'œstrogène et de progestérone. Et donc, oui messieurs, nous les femmes, nous sommes très dépendantes de notre cycle hormonal, parce qu'entre le moment où ça monte, et puis après ça s'affaisse, eh bien oui, on est bien d'accord, ça crée des perturbations physiques et aussi psychologiques. Excusez-nous du peu, messieurs, on n'a pas choisi d'être comme ça. Bref, donc cet affaissement des deux hormones, eh bien ça va avoir pour effet de détruire la muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Elle est entretenue, cette muqueuse, grâce aux hormones. Si les hormones s'affaissent, eh bien, cette muqueuse va se détruire progressivement, et c'est ce que on va donc observer une hémorragie. Et c'est pas que du sang. Alors il y a du sang rouge, et puis on voit bien aussi qu'il y a dans les règles, il y a aussi des petits caillots sanglants, parce qu'on voit bien que c'est la dentelle qui se détruit et qui est évacuée en quelques jours. Alors nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les règles ou menstruations. Au niveau de l'ovaire, le corps jaune s'atrophie, mais déjà, un nouveau follicule va commencer son cheminement de maturation. Et on redémarre un nouveau cycle. Dès que les hormones s'affaissent, les règles commencent, on dit que le cycle commence le premier jour des règles. Puisque on pourrait dire que les règles, c'est la fin du cycle précédent. Non, on estime que les règles, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc d'un côté, cette dentelle s'en va, mais au niveau de l'ovaire, on voit, c'est pour ça que c'est un nouveau cycle qui recommence, parce que
pendant les règles, on a un follicule qui revient, qui se met à maturer. Et le nouveau cycle démarre. S'il y a fécondation, évidemment, il n'y aura plus de cycle, puisqu'on aura un taux de progestérone et d'œstrogène qui va continuer à rester constant pendant toute la grossesse. Donc, le processus est arrêté. Ça, on le verra quand on parlera de la grossesse. Et nous arrivons à la dernière diapositive avec un petit schéma récapitulatif qui est encore plus parlant que le schéma tout à l'heure, mais qui est équivalent. Alors, il est fait différemment. En haut, vous voyez bien la maturation. On est dans l'ovaire. Tout en haut, on est dans l'ovaire. On voit bien la maturation du follicule, on voit bien l'ovulation, bien schématisée. On voit bien ce corps jaune là qui reste béant et puis qui, à un moment donné, va se résorber progressivement. Au milieu, vous avez les hormones. On voit bien la montée des œstrogènes. Et plus ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand on arrive à peu près au 12e, 13e jour, hop, on a une réponse, là, un pic de LH. Et du coup, il y a un affaissement des œstrogènes. Et puis par contre, il y a la production de progestérone par le corps jaune et on a cette montée de progestérone. À nouveau, les œstrogènes remontent aussi. On a vu, il y a un affaissement, mais après ça remonte. Donc les deux, progestérone et œstrogène, remontent. On voit là entre le 18e et 23e jour. Mais comme il n'y a pas eu fécondation, ça n'entretient pas le corps jaune. On verra, je vous expliquerai dans la grossesse qui permet d'entretenir le corps jaune. Parce que quand on entretient le corps jaune, on entretient la production de progestérone. Mais comme il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas nidation, il n'y a pas fabrication du placenta, il n'y a pas, le corps jaune n'est pas entretenu. Donc on a un affaissement de la progestérone et on a un affaissement aussi des hormones, des œstrogènes. Et tout en bas, on voit bien, donc vous voyez, je vous ai dit le début du cycle, on voit bien, là on est dans l'utérus, on voit bien le début du cycle, on est en période de règles, 3-4 jours à peu près, mais un follicule a commencé à maturer. Dès le début des règles, il y a déjà un autre follicule qui est en train de se mettre à maturer. Et on voit bien, donc il y a une maturation sous l'effet des œstrogènes. On a quand même une maturation de la dentelle au niveau de l'utérus, mais on voit bien que la progestérone stimule encore plus la fabrication de cette dentelle au niveau de l'utérus. Voilà, j'ai essayé d'être assez succincte sur tout ça. C'est très complexe, on pourrait aller un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant à retenir, c'est ça, c'est qu'on est sur un cycle de 28 jours avec une ovulation en plein milieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se passe des choses au niveau de l'hypophyse. Il y a des sécrétions au niveau de l'hypophyse, mais il y a aussi des sécrétions d'œstrogène et de progestérone au niveau des ovaires. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est ce qui se passe au niveau de l'ovaire jusqu'à la ponte, mais au-delà avec le corps jaune. Et ce qui est aussi de voir aussi toutes ces hormones ne servent pas qu'à faire pondre un ovule. Il y a aussi toute la préparation de l'intérieur de l'utérus pour pouvoir accueillir éventuellement un œuf. Voilà, donc on a essayé d'être assez rapide dans tout ça. Ce sera intéressant, alors ce cours il sera après à mettre en parallèle quand on abordera la physiologie de la grossesse, parce que là pour le coup il n'y aura pas affaissement de la progestérone et des œstrogènes puisqu'il va y avoir maintien du corps jaune et surtout pas de règles puisque au contraire l'œuf va donner ensuite un embryon qui donnera ensuite un fœtus. On en reparlera ultérieurement. À bientôt.